Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu sous cet angle-là. J'ai tout changé. J'ai changé plein de choses. J'ai même changé la couleur de mes cheveux. C'est vous dire. Et puis ils ont un petit peu poussé. Voilà. On est parti pour la foire aux questions numéro 3. Vous l'avez vu sur le titre. Pour Walt Disney World, vous avez été super nombreux à me demander la troisième partie du coup de mes questions. Ou en tout cas de mes réponses à vos questions pour votre préparation de séjour à Walt Disney World. Il s'est littéralement passé un an, peut-être, c'est même sûr en fait, depuis la partie 2, et on a un écho, je sais pas si on va le voir sur le cadre, qui est venu s'installer dans son siège. Et du coup, pour cette troisième partie, FAQ 100% Walt Disney World, peut-être qu'il faudrait que j'en fasse une pour Disneyland Paris d'ailleurs, éventuellement, ça pourrait être intéressant. Voilà. Ouais. Dites-le moi si vous en avez besoin en barre d'infos. Enfin dans les commentaires. Oh là là, je sais plus comment ça marche moi. Dites-le moi si vous en avez besoin, si pour Disneyland Paris on fait la même chose. Voilà, je vous attends en commentaire. Alors j'espère que je vais tout bien voir parce que je n'ai pas mes lunettes. Mais sinon on voit mes ring lights du coup dedans, donc c'est pas hyper agréable. Et en plus, je ne me souviens plus des questions auxquelles j'ai déjà répondu sur les deux premières parties. J'ai pas re-regardé les vidéos, voilà, parce que c'était un petit peu trop long. Bref. En tout cas, on est parti pour la troisième partie de cette FAQ 100% Walt Disney World pour vous aider à préparer vos séjours en Floride. On y va tout de suite, c'est parti. Je vais m'installer tranquille parce que je veux dire on est là pour un moment. Alors il s'est passé plein de choses depuis la deuxième partie du coup de cette vidéo. Déjà je suis repartie à Walt Disney World, donc je suis hyper à jour sur ce qui concerne la vie là-bas. Ensuite j'ai lancé, et ça vous l'avez sans doute suivi si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, j'ai lancé mon agence de travel planning pour vous accompagner dans la préparation de vos séjours à Walt Disney World, à New York, en Californie pour aller voir Disneyland également. Vous êtes super nombreux à me parler également du Japon. Ça malheureusement je le fais pas encore, mais peut-être qu'à terme je le ferai d'ici quelques mois. Mais en tout cas voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement vraiment personnalisé parce que vous êtes super flippé quand même dans la préparation de votre séjour, dans votre organisation, que vous avez envie d'avoir des itinéraires à la journée sur une partie ou sur tout votre séjour, je vous mets le lien en barre d'infos de mon site de travel planning. Vous me faites un tout petit mail depuis ce site là, vous allez voir, il y a tout dessus, les explications de ce que je vous fais, de ce que je vous provide, comment on dit provide, de ce que je vous propose comme service à travers ça. Vous êtes déjà très nombreux à avoir fait appel à moi, donc je vous en remercie pour tous ceux qui ont déjà des planifs en cours et qui regarderaient cette vidéo pour compléter leur organisation. Petit coucou à vous, et pour tous les autres, voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin, si vous avez envie d'avoir un accompagnement vraiment 100% personnalisé sur votre profil, sur vos besoins, sur votre séjour à vous. C'est quelque chose que je propose, vous avez été très nombreux à me demander de le faire, notamment sur mon dernier séjour en Floride et depuis les dernières vidéos de Walt Disney World. Donc voilà, quand j'ai créé ça, j'ai juste répondu à une demande qui était là. Et vous êtes déjà nombreux à en profiter, donc merci à vous, et pour tous les autres qui hésitent encore, n'hésitez pas à me contacter, on peut en discuter ensemble. Voilà, ce n'est pas un placement pub, c'est juste que voilà, comme ça va dans la lignée un petit peu de cette vidéo organisation de séjour à Walt Disney World, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le rappeler. Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Il y a eu également, là, il y a quelques jours, l'offre pour les séjours de 2025 qui est sortie. Je crois qu'au niveau de la dernière FAQ, on attendait encore l'offre pour les séjours de 2024. Bon. Bah ça j'en aurais pas parlé du coup, mais là on va pouvoir aujourd'hui parler de Walt Disney World, de l'offre du dining plan également qui est revenu parce qu'il n'était pas encore revenu quand j'ai fait les deux premières parties de ces vidéos. Il y a plein de choses qui ont un petit peu changé, donc je vais reprendre certaines questions auxquelles je crois ne pas avoir répondu, et je vous ai également fait un ask hier sur Instagram, donc je vais prendre vos questions dessus. Et de ce que j'ai vu déjà dans les grandes lignes, ça parle beaucoup Lightning Lane, ça parle beaucoup de Genie+. On va commencer par les questions d'Instagram. Voilà, donc pour vous dire, voilà.
On a quelques questions, je pourrais pas répondre forcément à tout le monde. Après voilà, s'il y a des sujets vraiment ultra spécifiques, par exemple tout ce qui est restauration, food, petit déjeuner, comment choisir son hôtel, alors il y a des trucs auxquels j'ai déjà répondu parce que j'ai déjà fait des vidéos, ça vous le savez. On va être sur une vidéo qui va être assez longue aujourd'hui, je vais pas forcément faire beaucoup de cuts dedans parce que voilà, j'ai envie d'un format qui soit un petit peu plus exhaustif et parce que enfin je me rends compte aussi, ah oui il y a ça aussi que j'ai fait depuis. Mais je crois que j'en ai parlé déjà peut-être dans la dernière parce qu'on venait de commencer. Mais bon, j'ai un podcast maintenant. J'ai un podcast également qui s'appelle Hyperion Avenue. Vous allez pouvoir me retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Amazon. Pas sur Google parce que sur Google ça s'arrête bientôt. Et du coup, on parle très régulièrement de Walt Disney World sur ce podcast. Donc voilà, si vous voulez aller voir, pareil, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Que voilà, de temps en temps, on traite des sujets ultra particuliers. On va parler d'un parc en particulier, peut-être aussi d'une attraction. On a fait un épisode aussi sur l'organisation de séjour à Walt Disney World, enfin voilà, donc éventuellement ça peut venir compléter toutes les vidéos que vous avez déjà regardées chez moi sur Walt Disney World en allant sur ce podcast, donc tout ça c'est en barre d'infos. Et oui Neko, quoi? Et du coup tout ça pour vous dire que sur le podcast je me rends compte que les formats longs ne vous découragent pas forcément, surtout qu'aujourd'hui on n'est pas du tout même sur un épisode qui va être très visuel, bien sûr je vais l'illustrer, mais dans l'idée je vais surtout répondre à vos questions, donc c'est quelque chose qui peut totalement se mettre en fond et écoutez, t'as envie de dire bonjour, c'est ça? Tu veux passer dans la télé? Hop là, regarde, il va toujours bien. Oui. La première question qui est posée, c'est comment préparer son séjour, son voyage de façon optimale sans rien oublier. Ce qui me fait penser aussi... Mais je vous jure, je vous promets, c'est pas une vidéo placement, hein. Mais comme en fait il y a beaucoup de choses que j'ai aussi écrites sur mon blog Hello Orlando, dont j'aurai également mis le lien en barre d'infos. Typiquement en fait cette question, pour le coup, il y a un article qui est fait dessus avec une timeline littéralement à essayer de respecter du mieux possible en tout cas à partir de J-180 je crois, voilà. Idéalement voilà, il faut essayer de réserver son séjour un an avant, voilà, pour avoir la meilleure offre possible, c'est-à-dire que là par exemple on est au mois d'avril et la meilleure offre pour les séjours 2025 vient de tomber. Donc, pour ceux qui veulent aller sur la période du mois de janvier, on est à un petit peu moins d'un an à l'avance, mais pour ceux qui veulent aller à Disney World pour la période du mois d'août ou sur le mois d'octobre, on est à plus d'un an à l'avance, voilà. Pour vous donner à peu près une ordre d'idée en termes de combien de temps à l'avance faut se préparer pour profiter de la meilleure offre possible. Sachant que la grosse offre, la grosse promo intéressante de l'année, elle tombe en général mi-avril. Souvent, depuis quelques temps maintenant, c'est le Free Dining Plan, donc ça veut dire la demi-pension gratuite, mais ce n'est pas valable sur tous les hôtels. Ce n'est pas toujours dispo sur toutes les dates parce que je pense qu'il y a un certain nombre de chambres qui, par hôtel et par date, qui peuvent bénéficier de cette promo. Et il y a déjà des dates aujourd'hui qui sont sold out. Je crois. Donc voilà. Sachant que voilà, si vous réservez sur le mois de septembre, pour le mois de septembre de l'année d'après, vous avez quand même des prix qui sont ultra corrects. Voilà. Il y a vraiment que si on réserve 3 semaines avant d'y aller, que là on est pratiquement au prix fort. Mais à partir du moment où vous prenez de l'avance et plusieurs mois d'avance, vous avez quand même de très bons prix. Ça vous permet aussi de réserver très sereinement vos restaurants parce que les restaurants se réservent 60 jours à l'avance. Donc tant que vous avez, entre guillemets, j'ai envie de dire plus de 2 mois d'avance sur votre réservation, vous restez assez flexible en fait. Mais idéalement, voilà, il faut compter entre 1 an et 6 mois minimum avant votre date de départ pour Walt Disney World pour réserver et pour bénéficier d'une offre intéressante. Et donc, pour répondre à la question comment le préparer de façon optimale sans rien oublier, j'ai donc mon article sur Hello Orlando qui va te permettre de voir tout ce que tu ne dois pas oublier de faire, que ce soit la réservation de ton séjour du coup à Walt Disney World, les papiers aussi dont on a besoin pour y accéder, donc le passeport, l'ESTA aussi pour l'accès aux États-Unis, à partir de quand est-ce qu'on peut acheter ses billets d'avion également, tout ce dont on peut avoir besoin quand on se déplace à l'étranger en termes d'assurance, en termes de matériel également, tout ce qui est adaptateur, je vous donne aussi des trucs et astuces
pour éviter d'être en galère justement avec le chargement de vos appareils, tout ce qu'il faut anticiper avec vos banques, en termes de carte bancaire et de sécurité, enfin voilà, il y a plein de choses, tout ça c'est expliqué sur cet article-là, donc n'hésitez pas à y faire appel, c'est sur le blog, c'est la catégorie première visite, et en fait dessus vous avez tout le timing du coup qui va vous permettre de vous rendre compte de quand faut réserver quoi. Pour tous ceux qui veulent aller à Universal, pareil, voilà, dessus il y a un rappel de ce dont vous avez besoin pour Universal, si vous allez en hôtel Universal ou pas, quand est-ce que vous pouvez acheter vos billets, sachant qu'il y a beaucoup moins d'appréhension je dirais à avoir pour Universal, on peut très bien acheter ses billets 2 semaines avant d'y aller, voilà, par rapport à Disney c'est un peu moins, je trouve, pressurisant. Après, chacun voit midi à sa porte, si vous avez envie, besoin, pour vous rassurer vous, d'acheter vos billets Universal 6 mois à l'avance, c'est complètement possible de le faire. Je parle beaucoup avec mes mains. Et je parle très vite. Oh là là, on va encore me dire que je parle très vite. Ensuite, quelle est la meilleure période pour y aller en termes d'affluence, de prix, de promo? Je sais pas si c'est une question à laquelle j'avais répondu. Mais il n'y a pas vraiment pour moi de meilleure période pour aller à Walt Disney World. La meilleure période pour moi pour aller à Walt Disney World, c'est celle qui vous convient à vous, en fait. En particulier si c'est un premier séjour. C'est-à-dire que, qu'importe en fait, quand tu vas y aller pour un premier séjour, de toute façon c'est tellement époustouflant, tellement grandiose, tellement nouveau, et c'est tellement un rêve pour la plupart d'entre vous, que de toute manière, que tu ailles au mois de janvier, au mois de juin, au mois d'août, au mois d'octobre, en vrai ce sera cool, tu vois. Tu auras accès quasiment à tout. Alors évidemment sur le mois de janvier, février, au niveau des parcs aquatiques, c'est un peu plus réduit parce que la météo étant plus fraîche, on peut pas parler de froid en Floride, faut pas déconner non plus. Mais voilà, sur l'hiver on va dire, les parcs aquatiques seront pas ou moins intéressants, tu vois. Mais tout le reste de l'année, en vrai, c'est cool. Maintenant, il y a plus des périodes, je dirais, à éviter. Les périodes à éviter, ça va être peut-être le mois de juillet. Parce que le mois de juillet, c'est les vacances de tout le monde. Voilà, c'est les vacances des Américains, c'est les vacances des Européens. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde à Walt Disney World. Il y a le Spring Break aussi, qui est à éviter parce qu'il y a énormément de monde sur les parcs Disney aux États-Unis. Et l'autre période que je vous conseille d'éviter, c'est début février, juste après le Super Bowl. Parce que là, en fait, on se rend compte depuis quelques années que les parcs sont blindés. Et c'est très désagréable. Et pour vous dire à quel point ils ont été pleins, c'est-à-dire que y a eu plusieurs jours d'affilée, le service Genie+, dont on va reparler dans 5 minutes, qui était en rupture. Tellement il avait été acheté. C'est quand même un produit qui est limité en termes de quantité d'utilisation par jour, et cette limite a été atteinte sur le début du mois de février. Donc ces périodes-là sont peut-être à éviter. Après évidemment, les vacances de Noël, c'est comme à Disneyland Paris, c'est super chargé. Maintenant voilà, ça reste quand même la période de Noël, et qui n'a jamais rêvé d'aller fêter Noël à Walt Disney World. Donc bon, pour ça, voilà. Puis t'as pas d'autre alternative, Noël c'est à ce moment-là. Donc voilà. Alors que sur le mois de juillet, les vacances elles sont aussi en août en France, et pour le coup, le mois d'août, il y a moins de monde à Walt Disney World, parce que les Américains ont déjà repris. C'est plus voilà ce genre de recommandations que je vais faire. Après en termes de promo, globalement, voilà, enfin j'ai donné un petit peu le timing sur la question précédente, mais à partir du moment où on réserve 1 an à l'avance, en général on bénéficie d'une promo, et là on a quand même pas mal de visibilité, et même pour vous, pour poser vos congés, etc., plus d'1 an à l'avance, vous êtes un peu flexible quand même. Qu'y a-t-il beaucoup de files d'attente pour les bus le matin avant d'aller au parc? Quand on est sur ce qu'on appelle le rope drop, donc le rope drop en fait c'est littéralement, ça veut dire quand ils font tomber la corde qui permet d'entrer sur les lands à l'intérieur des parcs. Donc c'est l'ouverture, vraiment pour le coup, des parcs. C'est comme chez nous, il y a beaucoup de monde sur cette période-là. Ouais, et du coup, évidemment, il y a beaucoup de monde aussi sur les arrêts de bus à ce moment-là. Si tu pars un petit peu plus tard dans la matinée, non. C'est rarement arrivé, vraiment très rarement, voire pas du tout, parce que je m'en souviens pas là comme ça, on est à laisser passer un bus pour partir sur les parcs. En revanche, pour rentrer le soir, ça oui, par contre oui. Parce que des fois, en fait, tout le monde sort en même temps, des parcs, après le feu, après le spectacle, parce que le parc a fermé, etc. Tout le monde sort en même temps, après les soirées, tout ce qui est soirée Halloween, soirée de Noël, etc. Voilà, on sort tous en même temps, parce que la soirée finit pour tout le monde en même temps.
Et donc là, évidemment, peut-être qu'il faut laisser passer un bus ou deux avant d'arriver à avoir un bus qui te ramène à ton hôtel. Mais le matin, à moins de faire l'ouverture, non. Faut-il acheter les entrées des soirées Halloween avant ou après les billets parcs? Alors, les soirées Halloween, en gros, à Walt Disney World, c'est la Mickey Not So Scary Halloween Party. Et il y en a énormément. Mais genre vraiment, vraiment beaucoup. On est sur entre 30 et 50 dates, parce que ça démarre mi-août. Et donc autant vous dire que vous avez un peu de marge quand même. Sur un séjour de 2 semaines, globalement, il y a des chances que vous ayez au moins 5 ou 6 soirées. Maintenant, en général, les billets pour les soirées Halloween de toute façon sont mis en vente après les séjours. C'est-à-dire que là, par exemple, les billets pour la soirée de 2024 ne sont pas encore sortis alors que tout le monde a déjà réservé son séjour, peut-être avec la promotion de l'année dernière ou avec les promos qui se terminent là actuellement pour les séjours 2024, alors que les billets ne sont pas dispo. Donc de toute manière, tu es quelque part, à moins que tu réserves ton séjour en dernière minute, obligé d'attendre que les billets sortent. Et une fois qu'ils sont sortis, par contre, il faut être assez réactif parce qu'en effet, c'est un produit qui est en rupture assez rapidement. Ça va pas aussi vite qu'en Californie. En Californie, on est littéralement, vraiment, sur une rupture en moins de 48 heures. Mais sur la Floride, ouais, t'as quand même quelques jours. Surtout si c'est les premières soirées, genre au mois d'août. Mais après, ouais, sur le mois de septembre, octobre, ça part assez vite. Donc il faut être assez réactif au moment de la sortie. Est-ce que c'est vraiment conseillé de prendre un hôtel Disney? Alors non, pas forcément, parce que tu peux totalement... surtout qu'il y a beaucoup d'hôtels en plus autour de Walt Disney World qui vont avoir des navettes vers les parcs. Donc c'est pas obligatoire de prendre un hôtel Disney pour un séjour à Walt Disney World. Non, moi je conseille quand même de le faire, surtout pour un premier séjour, parce que ça reste une expérience beaucoup plus immersive. Là, beaucoup plus Disney, parce qu'on va aussi, voilà, là-bas, pas forcément que pour les parcs, mais pour l'expérience dans sa globalité. Ça fait gagner quelques centaines de dollars, en effet, que de ne pas dormir en hôtel Disney si on est sur un long séjour. Si on est sur un séjour court, pas forcément, tant que ça, par rapport à la contrainte que ça va représenter, parce que concrètement, les navettes des hôtels non Disney ne vous déposent pas au même endroit que les navettes des hôtels Disney. Donc il y a du trajet en plus à appréhender, il y a peut-être moins de navettes aussi. Je crois que les navettes des hôtels non Disney, je veux pas vous dire de bêtises, donc je suis pas en train d'affirmer le truc, hein, mais les navettes des hôtels hors Disney déposent les guests à Disney Springs, et en fait après à Disney Springs il faut prendre un bus en direction des parcs. Donc déjà il y a ça. Alors que si vous êtes en hôtel Disney, vous avez vos navettes directes pour chaque parc Disney. Il n'y a pas d'escale, il n'y a pas besoin de passer par Disney Springs, c'est vraiment hôtel Magic Kingdom, hôtel Animal Kingdom, hôtel Epcot, hôtel Hollywood Studios. Et certains hôtels ont même hôtel Typhoon Lagoon, sinon pour Typhoon Lagoon, le parc aquatique, il faut en effet passer par Disney Springs. Alors que les hôtels extérieurs, il faut forcément passer par le hub, on va appeler ça comme ça, que peut être Disney Springs, et qui va, voilà, donc ça vous fait une escale, donc ça fait du temps de trajet en plus, sachant que les temps de trajet, je crois qu'on en avait déjà parlé sur les FAQ 1 et 2, sont très importants parfois selon là où votre hôtel est situé. On n'est pas sur des petits temps de trajet comme à Disneyland Paris où tu as vraiment 5 minutes, 8 max entre la gare de Marne-la-Vallée et ton hôtel Disney. Là, il y a certaines fois où, selon le parc où tu vas, t'as parfois 15 à 20 minutes de trajet. Et c'est de l'autoroute, hein. C'est pas genre la petite route où tu roules à 30, hein. C'est vraiment costaud. Je vous invite pas à louer une voiture pour aller à Walt Disney World parce que du coup, tu payes le parking à chaque fois. C'est hyper cher. Ça n'a aucun intérêt. Et en plus, tu payes la location de ta voiture. Donc, non. Bonjour, combien de temps avant faut-il pour prendre ses billets d'avion et quelle compagnie conseilles-tu? Je conseille pas de compagnie en particulier en réalité. Alors déjà moi vous le savez, je suis une grosse flippée de l'avion. Donc de base je vais toujours prendre des grosses compagnies. Par grosse compagnie j'entends Air France, British Airways, Lufthansa, Delta, ce genre de choses, Virgin Atlantic, enfin des trucs voilà. Costaud quoi, tu vois. Maintenant, il y a des plus petites compagnies qui font des vols qui sont moins chers, notamment JetBlue, mais qui en termes de confort sont pas à la hauteur de ce que moi j'attends en fait pour un trajet de cette durée. C'est-à-dire que en fait de Paris à Orlando, vous avez quand même 9 heures d'avion. Et il n'y a pas de direct, hein, d'ailleurs, cela dit en passant, mais il faut quand même compter ce temps-là entre l'Europe et la Floride. Il y a 9 heures en fait. Et donc moi j'ai envie de passer ce temps-là en étant quand même pas trop mal installée, et c'est pour ça que je vais pas partir sur des compagnies entre guillemets
low cost comme ça. Il y a French Bee aussi qui était très bien, mais French Bee va pas à Orlando, ils vont à Miami. Mais éventuellement, voilà, si vous passez par Miami, ça peut être une bonne alternative, d'autant qu'ils font des billets qui sont pas chers, et en termes de confort, pour les avoir testés pour la Californie, vous l'avez vu sur mes vlogs de Californie, ils sont très bien. J'ai pas de compagnie vraiment à vous recommander, faites-vous confiance à vous par rapport à vos appréhensions sur les vols. Maintenant, mes recommandations à moi, elles vont plutôt se porter sur les escales, parce que forcément, de toute manière, au départ de l'Europe, on a des escales. Au départ de Paris, au départ de Lyon, au départ de Genève, au départ de... Voilà, on a forcément une escale. Et du coup, moi je recommande plutôt des escales assez longues, de minimum 3 heures, et très longues même si vous passez par New York. Parce que New York, l'aéroport est immense. Idéalement, je recommande des escales plutôt en Europe, plutôt qu'une escale aux États-Unis, parce que ça veut dire qu'il y a l'immigration, ça veut dire récupération des bagages, tout ça, tout ça. C'est plus simple de le gérer chez nous que de le gérer là-bas. Voilà, mais sinon j'ai pas de recommandation de compagnie particulière à vous faire. Et en termes de timing, pour ces billets d'avion pour la Floride, moi je préconise en général entre 6 et 9 mois avant votre date de départ. Voilà. Il y a des périodes qui seront toujours chères, que ce soit un an à l'avance ou 2 semaines avant, ça sera toujours cher. Le mois de juillet et le mois d'août seront toujours très très chers. La fin du mois de décembre sera toujours très très cher. Après des périodes comme le mois de mars, avril, mai, octobre, septembre aussi, on a plus de flexibilité, on est un petit peu moins cher, et si vous achetez vos billets 6 mois avant, vous serez sur des prix qui sont très corrects. Alors, on en vient du coup aux questions Jenny+. Après, il y a une question de temps d'attente qui est plutôt cool aussi. Je ne comprends pas la différence entre les fils Lightning Lane et le Jenny+. Bah c'est normal, c'est parce qu'en fait, il n'y en a pas. Alors, je vais poser mon téléphone 2 secondes, parce que pour le coup, là, ça va être assez long. On est sur combien? Oh, en plus, il n'y a plus de batterie bientôt, attends. Il faut que je change la batterie de l'appareil photo. Jenny+ et Lightning Lane. Jenny+, pour vous donner les grandes lignes, c'est un peu l'équivalent du Disney Premier Access à Disneyland Paris, et c'est le système payant qui est venu remplacer les Fastpass qui étaient comme chez nous gratuits avant le Covid. Est-ce que j'ai bien mis l'appareil photo? Je ne sais pas si on était hyper droit par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Jenny+, c'est ça. Et c'est ce qui va vous permettre de réserver chaque jour pendant votre séjour des créneaux horaires de retour pour les attractions qui sont équipées du système Lightning Lane. Voilà. Donc en gros, avant, si vous voulez, ça s'appelait Fastpass et t'avais une file Fastpass. Sauf qu'aujourd'hui, le système s'appelle Jenny+, et tu as des files Lightning Lane. Maintenant, la subtilité, c'est que les fils Lightning Lane sont inclus dans le Jenny+. Les fils Lightning Lane, elles vont concerner quasiment toutes les attractions très populaires de Walt Disney World. Donc Haunted Mansion, Big Thunder Mountain, Dumbo, Winnie l'ourson, La Petite Sirène, Test Track, Frozen Ever After, voilà, plein d'attractions très connues de Walt Disney World. Mais, il y a un mais. Les attractions vraiment hyper populaires et qui viennent d'ouvrir leurs portes à Walt Disney World, comme Tron Light Cycle Run, comme Seven Dwarfs Mine Train, qui est l'attraction la plus populaire de Magic Kingdom juste après Tron. Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind sur Epcot. Très certainement aussi, et je m'avance un tout petit peu sur ça, mais je suis pas sûre de me tromper, Tiana Bayou Adventure, qui est donc ce qui vient remplacer Splash Mountain à Walt Disney World. Donc sur Magic Kingdom, Star Wars Rise of the Resistance quand vous êtes à Hollywood Studios, et Avatar Flight of Passage quand vous êtes à Animal Kingdom. Ces attractions-là ont des fils Lightning Lane individuels qui ne sont pas inclus dans le Jenny+, et qui sont vendus séparément, mais qui sont cumulables au Jenny+. J'ai essayé de faire le plus clair possible là, parce que je vous avoue que voilà, même moi au début, sans m'être intéressée au sujet, machin, etc., au début j'étais larguée. Et parce qu'il y a plein d'appellations qui se ressemblent mais qui sont pas la même chose, etc. Donc je comprends que ce soit un petit peu confusant pour vous. Très honnêtement, on n'a pas forcément besoin du service Jenny+ quand on est sur un séjour longue durée à Walt Disney World. La plupart d'entre vous, vous partez pour des séjours qui sont entre 10 et 14 jours. Et vous êtes très nombreux d'ailleurs à être sur des séjours de 14 jours. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de Jenny+, parce que vous passez en moyenne 2 à 3 jours par parc. Ce qui vous permet de passer parfois un peu de temps dans les files d'attente. D'accepter de faire entre 30 et 45 minutes par exemple pour une attraction.
pour aller faire Rise of the Resistance, sauf sans payer. Parce qu'en termes de prix, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix que Disneyland Paris. Disneyland Paris, quand vous voulez aller faire Peter Pan et que vous êtes OK pour payer, ça vous coûte 15 balles, d'accord? Walt Disney World, quand vous voulez aller faire Rise of the Resistance et que vous êtes OK pour payer, ça vous coûte entre 20 et 25 $, ça peut même être plus en fonction de l'affluence. Par personne et par passage. Donc, sachant que je crois pas que tu puisses prendre 2 Lightning Lane individuels le même jour pour la même attraction, mais si tu veux le faire 2-3 fois pendant ton séjour et qu'à chaque fois tu veux payer, c'est 25 $ par personne, par passage. Et tu passes qu'une seule fois. Donc c'est quand même un truc qui est très cher, et qui même si, ok, voilà, c'est le séjour d'une vie, on est ok pour mettre du budget, etc. À un moment, quand t'es une famille de 4, ou que t'es 2 personnes, et qu'à chaque fois ça te coûte 50 $, tu vois, etc. Enfin, tout cumulé, ça te fait quand même une dépense qui est très conséquente, et qu'on essaie d'éviter. Et surtout quand on est sur des séjours longs. C'est absolument pas un truc obligatoire. Pareil pour le Genie Plus, ça sera absolument pas quelque chose d'obligatoire sur vos séjours, en particulier si vous n'êtes pas sur les périodes que j'ai citées juste avant, en l'occurrence le mois de juillet, le Spring Break, et le President Day au mois de février, juste après le Super Bowl. Et les vacances de Noël, voilà. Si vous n'êtes pas sur ces périodes-là, normalement c'est ok, vous n'aurez pas forcément besoin du Genie Plus. Le Genie Plus, il est vendu entre, ça démarre je crois à 20 $ et ça peut monter jusqu'à 35 $ par jour et par personne. Encore une fois, le prix il est fixé en fonction de l'affluence qu'il va y avoir sur les parcs. Ça vous permet aussi un petit peu d'imaginer le monde qui vous attend. Quand vous voyez que le Genie Plus du Magic Kingdom il est proposé à 30 ou 35 $, c'est que vous êtes sur une journée à forte affluence. Si vous voyez qu'il est à 20 $, c'est que ça va. Et là, une fois que vous avez pris le Genie Plus, vous allez pouvoir accéder à toutes les attractions qui sont incluses dedans et qui ont la file Lightning Lane classique. Une fois que vous avez réservé votre horaire sur l'application My Disney Experience, parce que vous avez acheté le Genie Plus pour cette journée, vous choisissez votre attraction, vous réservez votre horaire et vous vous présentez du coup à l'entrée de l'attraction. Soit si vous avez un Magic Band, vous scannez votre Magic Band puisque votre créneau aura été enregistré dessus. Soit si vous avez des billets dématérialisés sur vos téléphones ou vous avez les petites cartes pour accéder au parc, vous scannez ça et du coup vous allez avoir accès à l'attraction via la file Lightning Lane. Il y avait une question sur les temps d'attente aussi qui était intéressante. Les temps d'attente sont-ils similaires à Disneyland Paris? Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que tu vas avoir des temps d'attente qui sont très importants sur certaines attractions que je viens de citer, justement, comme Seven Dwarfs Mine Train, comme Rise of the Resistance. Il y a aussi l'attraction qui là-bas est un coaster avec zigzag, du coup c'est un zigzag spin, j'ai pas le nom, mais sur Toy Story Land, voilà, il y a des attractions comme ça, comme Frozen Ever After également à Epcot, il y a des choses qui ne désemplissent pas. Maintenant, il faut savoir que Walt Disney World gonfle virtuellement les temps d'attente. C'est-à-dire que quand ils annoncent 45 minutes, très souvent, il n'y a que 30 minutes. Plein de fois cet été, je vois par exemple Figment, donc Journey into Imagination with Figment, qu'ils annoncent 15 minutes d'attente. Donc je me dis ok, c'est cool, vas-y, 15 minutes. Et en fait, on est passé tout de suite. Il y avait littéralement pas d'attente, j'ai remonté toute la file et je me suis installée dans le véhicule. Et ça a été le cas pour plein d'attractions. Pareil, Rise of the Resistance, ils avaient annoncé 45 minutes. En fait, on en a fait 25, etc., etc. Et il faut pas hésiter, même si vous voyez 40 minutes qui sont annoncées. C'était le cas aussi, nous, sur Seven Dwarfs Mine Train. Moi, on était 4, et il était hors de question que je paye 100 balles pour aller faire une attraction qui durait 5 minutes, même pas. Donc, je regardais les temps d'attente, et quand on a vu qu'il y avait que 40 minutes, on a été, et en réalité on a attendu 25 minutes. Donc voilà, enfin, ils gonflent virtuellement les temps, et donc faut pas hésiter, surtout si on a des séjours longs comme ça, à s'engager dans une file d'attente. Comment faire pour réserver les restaurants? Je crois qu'on en a parlé ça, il me semble, dans les FAQ 1 et 2, je crois. La réservation des restaurants pour vos séjours à Walt Disney World ouvre 60 jours avant la date de votre visite. Et clairement, c'est le truc un peu fastidieux si vous avez des restaurants particulièrement populaires en plus en tête, comme Space 220, comme Be Our Guest, comme le Boma, comme Ohana, voilà, ce genre de choses, comme la Cinderella Royal Table aussi. Voilà, ces restos sont ultra prisés et il faut être très réactif et connecté à votre profil le jour de l'ouverture des ventes, à l'heure de l'ouverture des ventes. Ça se joue parfois en un quart d'heure. Et pour des restaurants comme Be Our Guest, comme Ohana, voilà, ce genre de prestations avec des personnages,
ça se joue en 5-10 minutes. C'est très stressant, je crois que c'est limite le point le plus stressant pour tous les gens qui organisent des séjours à Walt Disney World. Ils sont plus stressés par la réservation des restos que par la réservation du voyage en lui-même parfois. Et je le comprends parce que moi c'était pareil. Et la réservation se fait directement soit depuis l'application, soit depuis un site internet. Moi personnellement je préconise de le faire depuis un site internet. Ah, petite question intéressante aussi, où et quand faut-il se placer pour le spectacle sur le château? Donc ça c'est Happily Ever After sur le Magic Kingdom. Et ben croyez-le ou non, là où pour Disneyland Paris, pour Disney Dreams ou Disney Illuminations, il faut te placer littéralement 1 heure à l'avance pour être bien placé, pour être face au château, centré, et assez près du château. Pour Happily Ever After, tu arrives comme une fleur 5 minutes avant, c'est ok. Tu vois? C'est assez incroyable. C'est assez incroyable comme truc. Alors, en plus le truc c'est que vous allez voir, quand vous arrivez au Magic Kingdom, le château, il est immense. Mais vraiment immense. Et du coup, moi je trouve, surtout que là-bas ils ont des vrais feux d'artifice, hein, qui font vraiment du bruit. D'ailleurs vous allez voir, ça surprend un petit peu la première fois quand ça pète vraiment et que ça explose et que t'as vraiment le retentissement. T'as plus l'habitude, hein. Quand t'as pris l'habitude de regarder les feux à Disneyland Paris, quand il y a le vrai boom, t'es là en mode qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis après ça va. Et puis après quand tu reviens à Paris, t'es oh c'est vrai, ça fait pas de bruit. Donc tu peux te placer. Moi je recommande pas de se placer tout devant le château parce que tu verras rien. Parce que t'es littéralement comme ça, en fait. Tellement le truc est grand et tellement les feux montent haut, en fait. Donc l'idée c'est juste d'être centré, éventuellement sur la place devant le château, mais au plus loin, tu vois, de la place en question. Juste être centré sur Main Street USA avec une belle vue dégagée sur le château, c'est l'idéal. Et en vrai, 5 minutes avant, c'est ok. Comment marchent les cartes handicapées pour couper les files d'attente? Alors ça, c'est la question qui revient très très souvent et à laquelle je ne pourrais pas répondre dans cette FAQ. Parce que le système est en train de changer. A priori, de ce que j'ai lu pour l'instant, l'accès prioritaire ne serait plus réservé que pour les personnes souffrant du trouble... Non, le spectre de l'autisme. TSA. Voilà, c'est ça. TSA. Il n'y a plus que ces profils-là qui pourraient avoir la carte en question, qui n'est pas une vraie carte, c'est juste un accès qui vous est donné et qui déclenche un truc sur My Disney Experience. Et tous les autres, en fait, pour avoir un accès prio, devraient ou devront utiliser Genie+, qui est payant. Contrairement à chez nous, où quand tu ne peux pas... Par exemple, t'as le station debout pénible, etc. Là, on te donne un accès prio ou facilité à Disneyland Paris. Là-bas, ils estiment que si ton problème peut être résolu parce que tu loues une chaise roulante ou parce que tu loues un scooter, c'est ok. Du coup, ils ne te donnent pas le pass d'accès prio. C'est un délire, hein, aux US. C'est un délire. Comment bien se préparer pour la soirée Halloween côté fatigue? Et comment rentrer à l'hôtel après la soirée Halloween? Merci. Comment se préparer pour la soirée Halloween? Les soirées Halloween durent beaucoup moins longtemps à Walt Disney World que chez nous. Elles se terminent à 23h, je crois. Minuit max. Mais je crois que c'est 18h, 23h. Donc on est sur une soirée qui dure 5 heures. Et qui pourtant coûte très cher. On est sur, en moyenne, 150 $ la soirée, à peu près. Soirée Halloween, je vais vous en parler dans 2 secondes. À moins que peut-être, éventuellement, peut-être qu'on fera une vidéo spéciale Halloween à Walt Disney World. Ouais, ça pourrait être cool, peut-être de faire ça. Je ferai plutôt ça d'ailleurs. Et donc, comment est-ce qu'on s'organise en termes de fatigue? Moi, perso, je dirais que... Mais après, voilà, ça dépend vraiment de comment est-ce qu'on veut vivre son expérience sur les parcs. C'est-à-dire que si on veut poncer, on va appeler ça comme ça, la destination à 100%, beaucoup faire les parcs, etc. Évidemment, on va être tenté, même le jour de la soirée, d'arriver pratiquement à l'ouverture de Magic Kingdom. Maintenant, en termes de fatigue, et en particulier quand on est avec des enfants, moi je vous encourage à plutôt faire la grasse mat le matin, vous ménager en faisant une journée chill à l'hôtel, piscine, etc. et arriver en début d'après-midi sur le parc Magic Kingdom pour enchaîner avec la soirée jusqu'à minuit. Parce que les enfants fatiguent, voilà. Et même nous, en tant qu'adultes, on fatigue. Et si en plus vous venez d'arriver et que vous avez le jet lag encore qui est là, clairement, vous tiendrez jamais jusqu'à 23h. Pour rentrer ensuite, après la soirée Halloween, il y a les bus, il y a tous les transports classiques Disney qui tournent encore tant que la soirée n'est pas terminée. Et même un petit peu après, pendant la soirée, pendant 1 heure ou 2. Donc pas de stress,
tu sors du parc, tu vas prendre ton bus en direction de ton hôtel et tu rentres tranquille. Tout va bien. Est-ce que c'est une bonne idée de loger sur Disney pour aller faire les parcs Universal? Ça dépend combien de jours tu veux aller faire les parcs Universal. C'est-à-dire que si sur ton séjour de 2 semaines, tu veux faire les parcs Universal pendant une journée, bah oui, autant rester sur Disney. Et si tu veux les faire 4 ou 5 jours, et je dis ça parce que bientôt, en été 2025, il y a Epic Universe, le 3e parc à thème d'Universal, qui ouvre. Sachant qu'aujourd'hui, Universal, il y a déjà 2 parcs à thème et 1 parc aquatique. Ça nous amène la destination Universal à 4 parcs. Si on fait un jour par parc, on est déjà sur 4 jours. Donc si tu as prévu de faire 4 à 5 jours, si c'est pas 6 ou 7 sur Universal, là évidemment, autant loger sur soit un hôtel Universal, sachant qu'ils sont quand même pas donnés, soit sur un hôtel qui est proche d'Universal, avec des navettes du coup vers les parcs, parce que là eux aussi ils ont un espèce de transportation center qui permet du coup d'arriver depuis l'extérieur, que ce soit en Uber, en voiture, en bus ou en navette hôtel Universal. Est-ce que juin ça craint pour les ouragans? Alors la question des ouragans, j'ai eu la chance de ne jamais vivre d'ouragan en Floride. Maintenant la période des ouragans, en général, c'est août, septembre. Mais si on me demande, moi j'ai surtout constaté septembre, en fait. Donc je suis jamais très inquiète pour le mois d'août. Voilà, surtout si on est sur début, mi-août. Si on est sur 20 août, genre 28, 29, là ok, ça commence à voilà. Mais si on est vraiment sur le début et mi-août, je suis pas très inquiète. Mais sur le mois de septembre, c'est vrai que le mois de septembre, c'est un mois qui est très intéressant pour plein de raisons, notamment pour ceux qui n'ont pas d'enfants, parce que vous pouvez partir hors saison, parce que vous avez des prix qui sont moins chers, parce que les vols sont moins chers, donc c'est cool, mais c'est vrai que ça peut être la saison aussi des ouragans. Maintenant, Walt Disney World est très habitué à ça. La gestion se fait très très bien. Les parcs sont fermés sur le gros moment de l'ouragan. Vous avez quelques jours où il fait clairement très mauvais, il pleut, il y a du vent, etc. Mais ça reste ouvert quand même et ça reste sécurisé. Et quand il y a vraiment besoin, parce qu'on est sur le plus haut du truc, les guests sont confinés dans leur chambre, ils mettent en place des kits, etc. Et puis après, voilà, le temps que ça passe, voilà. Très très bien géré, très très bien encadré. Donc même si ça arrive pendant votre séjour au mois de septembre, eux ont l'habitude et sauront en tout cas vous accompagner sur cette période-là. Ça peut arriver que vous soyez confiné dans votre chambre pendant un jour ou deux, vous avez des jeux de société qui vous sont proposés, il y a des trucs qui sont mis en place dans les hôtels, donc voilà. Tout est fait pour que tout le monde soit en sécurité, les clients comme les employés. Il y a pas mal de questions sur le dining plan, il y en a une sur l'offre 14 jours au prix de 7, est-elle valable sans hôtel aussi? Oui, tout à fait, c'est totalement possible d'acheter ça sans hôtel Disney. Et est-ce qu'il y a une formule tout compris? Donc ça va me permettre de parler du dining plan. Alors, le dining plan, c'est le truc qui est inclus, et je regarde combien de temps, ouais c'est bon, ça va tenir. C'est le truc qui est proposé actuellement dans l'offre pour les séjours 2025. Aujourd'hui, auparavant il y en avait 3 ou 4, mais aujourd'hui, il y a seulement 2 niveaux de dining plan. Le Quick Service Dining Plan qui propose 2 repas par jour en restaurant Quick Service, donc les restaurants comptoirs, tout ce qui est fast food en fait, de Walt Disney World, ça représente 90 locations. Le Quick Service inclut également un snack ou une boisson, plus le Refillable Mug qui est cette petite chose là, voilà, qui est inclus, qui vous est offert avec bien sûr du coup le remplissage pendant toute la durée de votre séjour par les boissons de votre choix, autant de fois que vous le voulez, seulement dans votre hôtel ou dans n'importe quel hôtel Disney, ça marche aussi. Hein. Voilà. Si vous êtes en balade parce que vous logez au Art of Animation et que vous êtes en promenade au Caribbean ou au Port Orleans, vous pouvez aller remplir votre gobelet là-bas au food court, ça marche et personne ne vous dira jamais rien. On m'a posé la question, tiens, de si c'est possible d'aller se baigner dans les piscines des autres hôtels sans être dans l'hôtel. Je suis pas sûre. Parce qu'en fait, les piscines sont accessibles avec le Magic Band et peut-être que... voilà. Donc, que vous ouvriez le portail du Magic Band, enfin de la piscine avec votre truc et vos billets à vous, ça va pas forcément marcher, mais si vous profitez de la sortie de quelqu'un, bah oui. Voilà. Donc, le dining plan, je disais quick service. Et il y a le Disney Dining Plan qui inclut un repas par jour. Ces repas, c'est plat plus boisson d'ailleurs, en restaurant rapide, plus un repas par jour en
table service, donc les restaurants service à table, qui incluent les buffets et les services à table, comme le Ohana, le Chef Mickey, le Be Our Guest, le Cinderella, sachant que certains restaurants, comme le Cinderella notamment, comptent 2 crédits table service. Il y a également du coup le refillable mug et le snack dans le Disney Dining Plan. Et donc, je vous ai dit que le quick service comprenait 2 restaurants, mais en fait c'est 2 crédits pour des restaurants rapides. Et pareil pour le Disney Dining Plan, c'est 1 crédit restaurant rapide et 1 crédit service à table. Et il y a des restaurants qui, notamment le Cinderella Royal Table et d'autres qui sont plus chers, qui eux coûtent sur votre dining plan 2 crédits service à table. C'est comme si vous aviez fait 2 restaurants en service à table, mais sauf que du coup vous en avez fait qu'un parce qu'il est plus cher que les autres. C'est possible avec tout ça, que ce soit le quick service ou le Disney Dining Plan, de se dire que ça inclut l'intégralité de votre alimentation sur le séjour. Maintenant, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de marge en termes de petit-déj, en termes de snacks sur les parcs, etc. Mais ça inclut l'essentiel de votre alimentaire sur votre séjour. Parce que le snack, en fait, vous allez voir que le snack qui est inclus dans les 2 dining plans, vous pouvez l'utiliser dans le food court de votre hôtel ou dans d'autres restaurants pour acheter l'équivalent d'un petit-déj. Voilà, sachant qu'en plus quand vous êtes à votre hôtel, vous avez les boissons à volonté avec le mug refillable. Du coup, c'est ok. Mais vu que vous avez utilisé votre snack pour votre petit-déj, vous n'avez plus de snack dans la journée pour le goûter ou pour autre chose. Et vous avez donc vos 2 restaurants de la journée qui sont inclus. Donc en soi, ça comprend l'essentiel de votre alimentation, mais il n'y a pas de débordement possible. C'est très rentable, qu'importe celui qu'on prend, dans la mesure où on utilise tout, en fait. Dans la mesure où vous allez vraiment, par exemple dans le cas du quick service, que vous faites vraiment un restaurant quick service le midi, un restaurant quick service le soir. Si, parce que vous n'avez pas faim, parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous avez prévu autre chose, parce que vous avez prévu de faire un buffet qui n'est pas inclus dedans, vos crédits sont perdus et du coup vous perdez en rentabilité. Pareil pour le table service, c'est super rentable à partir du moment où vous faites vraiment un restaurant rapide le midi ou le soir, et en plus un restaurant en service à table le midi ou le soir. Si à un moment dans votre séjour vous n'utilisez pas tout, là du coup vous perdez la rentabilité du truc et c'est pas forcément intéressant. Et donc ça veut dire que sur un séjour de 14 jours, tu fais 14 restaurants en service à table. C'est énorme. Vraiment, ça je me souviens, on en a parlé déjà dans les FAQ et même dans d'autres vidéos que j'ai fait sur Walt Disney World. C'est ultra conséquent parce que les portions sont immenses et je sais pas, on n'est pas conditionnés nous à manger comme ça en fait. Donc c'est vraiment conséquent. Alors c'est très rentable sur le papier, mais en réalité quand vous êtes sur un séjour de 14 jours, je le vois bien, la plupart d'entre vous, vous réservez 4, 5, 6 restaurants en service à table maximum. Après vous êtes en quick service où vous mangez, vous grignotez à la carte comme ça, etc. Et on a tous le même fonctionnement, on fait tous la même chose. Donc là, dans ce cadre-là, c'est pas rentable de prendre un dining plan. Mais si vous prenez vraiment la mesure de tout le truc et que vous utilisez vraiment tout, là ok c'est rentable, vous gagnez de l'argent. Mais à quel prix? En termes de calories, en termes de temps passé dans les restaurants aussi, parce que qui dit table service, dit service d'1h30 voire 2 heures. Faut avoir tout ça en tête. C'est vite lourd. J'essaie de voir s'il y avait des autres questions. Ah oui, ouais, il y avait des trucs cool. Le meilleur site pour réserver son séjour. Alors, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, depuis l'Europe, il n'y a que le site européen et anglais et irlandais et espagnol et allemand. Il n'y a que ça qui est disponible. Et au niveau des offres, le meilleur site pour nous en tant que Français, attention, ça n'a absolument aucun sens ce que je vais vous dire. Nous, en tant que Français, le meilleur site, c'est pas le site européen, c'est le site irlandais. C'est là-dessus en fait qu'il y a l'offre actuelle avec le dining plan, c'est là-dessus que vous avez l'offre de 14 jours au prix de 7 avec les billets, et c'est là-dessus qu'il y a les meilleurs prix, clairement. Le site européen est moins intéressant pour des séjours qui sont prévus très à l'avance. Pour des séjours, si vous voulez partir dans 3 semaines, le site européen ça peut être pas mal. Mais si vous voulez partir dans 6 mois, dans 1 an, le site irlandais, c'est le meilleur. Donc quand vous allez sur le site, l'adresse que je vous aurais mis en barre d'infos également,
pensez bien à changer la langue. Pareil, pour voir tout ce qui est séjour 2025 et voir la promo dont je viens de vous parler, il faut bien mettre la version Irlande Euro au niveau de la langue du site. Si vous ne faites pas ça, vous ne verrez pas l'offre et vous ne verrez que les séjours 2024. Le budget souvenir, le budget souvenir, ça dépend de chacun. Voilà, il y a des gens qui n'achètent pas grand chose à Walt Disney World et puis il y a des gens qui achètent beaucoup de choses à Walt Disney World par rapport aux prix qui sont affichés à Disneyland Paris. À Walt Disney World, tout coûte entre 20 et 30% de plus, à peu près. À partir de quel âge aller à Walt Disney World pour un enfant? Voilà, des fois on choisit pas forcément, on n'a pas prévu, donc voilà, y aller avec un bébé c'est pas non plus rédhibitoire. C'est pas le truc le plus facile du monde et idéalement faut éviter la période estivale parce qu'il fait vraiment très très chaud et là pour le coup c'est très compliqué avec un bébé. Mais je dirais qu'à partir de 3 ans c'est jouable. C'est jouable. Petit point administratif du coup, donc Walt Disney World vous le savez est situé en Floride, la Floride c'est aux US, les US c'est quelque chose. Pour accéder aux États-Unis du coup il vous faut un ESTA. Il y a a priori plein de sites qui proposent des ESTA, mais le seul site qui est ok pour l'ESTA, c'est le site que je liste dans l'article justement première visite avec le timing dont je vous ai parlé en début de vidéo il y a presque 1 heure maintenant et qui va en fait vraiment être le site officiel qui va vous donner cet ESTA, donc cette espèce de visa pour les États-Unis. Je crois qu'aujourd'hui c'est alors attends, je crois que c'était 18 $, mais je me demande si c'est pas 20 ou 21 aujourd'hui, enfin bref, en tout cas c'est une vingtaine de dollars par personne, c'est valable 2 ans et ça vous demande votre numéro de passeport. Donc vous ne pouvez pas faire votre ESTA si vous n'avez pas encore votre passeport. Vous pouvez le faire soit tout de suite pour votre voyage dans 1 an, soit 3 mois avant de partir. En général, à moins d'avoir été dans des pays un peu touchy, il n'y a pas de raison que ça vous soit refusé. Notez que si vous avez été à Cuba, en revanche, il n'y a pas longtemps ou il y a quelques temps, ça peut être problématique. Pareil pour certains pays actuellement au climat géopolitique tendu. Mais sinon, voilà, si vous n'avez pas été dans ces pays-là, il n'y a absolument aucune raison que votre ESTA soit refusé. Il faut également, ah oui, ça j'y pense jamais, il faut que votre passeport soit valide 6 mois après votre séjour aux États-Unis. Voilà, vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire américain si votre passeport expire dans 3 semaines. Ni s'il expire dans 2 mois. Il faut qu'il expire au minimum dans 6 mois. Très important, sinon ça ne passe pas. Sinon là pour le coup je pense que vous n'avez pas votre ESTA. La durée idéale, on en a parlé. Le fonctionnement du Magic Band. Alors le Magic Band, je l'ai sorti tout à l'heure pour un call. Voilà les nouveaux Magic Band. Tac. Ça c'est le Magic Band Plus. Ils ne vendent quasiment plus que ça. Mais vous avez aussi des Magic Band standards. Donc c'est même pas la première version en plus, parce que la première version était encore différente, mais je crois que c'est les Magic Band 2. Voilà. Hop. Qui sont comme ceci. Ceux-là sont vendus un petit peu moins cher, mais ils ne s'allument pas au niveau de leur cadran central. Voilà. Et ils ne se rechargent pas. Ceux-là, en revanche, s'illuminent là au niveau de leur cadran central et interagissent et réagissent avec certains éléments de décor de Walt Disney World et ils s'illuminent pendant les spectacles et pendant certaines attractions. Et ça vous permet aussi d'être détecté dans les attractions, ce qui vous permet d'avoir des vidéos on-ride. Ne me demandez pas comment ils font, je trouve ça incroyable. Dans certaines attractions, notamment dans Tron et dans Seven Dwarfs Mine Train. Voilà. Ça, c'est un produit qu'on pouvait auparavant précommander en France et qu'on ne peut plus précommander. Même si on passe par un VPN, ça ne marche plus. Vous êtes obligé, si vous voulez ce produit-là, vous êtes obligé d'attendre d'arriver sur place et d'aller l'acheter sur place. C'est un produit qui vaut en moyenne entre 50 et 70 $ par personne. Et qui se recharge, il est vendu donc avec un chargeur. Voilà, il y a plein, des dizaines de modèles qui sont disponibles. Si vous avez prévu d'en acheter un, moi j'encourage toujours les gens à acheter sur Amazon. Voilà, je vous donne le petit tips, un truc qui permet de sécuriser ici, hop, au niveau du bracelet et de le fermer parce que ça se décroche ultra facilement, c'est un enfer, notamment dans les piscines, on les perd très facilement et au prix du truc, t'as les boules. Et donc on peut s'en servir pour ouvrir la porte de sa chambre, la porte de la laverie dans la piscine, la porte pour accéder à la piscine. Ça vous sert également bien sûr pour rentrer sur les parcs, c'est là-dessus qu'il y a vos billets parcs. Ça vous sert dans les attractions, donc comme je viens de l'expliquer.
Ça vous sert pour les photographes aussi, on n'en a pas du tout parlé par contre du Memory Maker, je sais pas si vous aviez des questions par rapport à ça. Ça vous sert pour le Genie Plus, pour les Lightning Lane individuels, ça vous sert pour vos réservations de restaurants également. Et si vous configurez un paiement dessus, vous pouvez payer avec votre Magic Band, c'est sécurisé, vous avez un code PIN à mettre en place dessus et vos billets parcs sont sécurisés lors de votre premier passage. Ils prennent votre empreinte de doigt et il faut toujours présenter le même doigt à chaque entrée sur les parcs. Comme ça, si vous perdez le Magic Band, personne ne peut s'en servir à votre place. Vous n'avez absolument pas forcément besoin de ce produit-là pour bénéficier de tous les services dont je viens de vous parler. Parce qu'aujourd'hui, tout peut se faire avec ces petites choses. Voilà. C'est génial. Vos billets sont en dématérialisé sur votre application My Disney Experience, donc vous pouvez les utiliser avec votre application carte. Si vous n'avez plus de batterie, la porte de votre chambre détecte quand même votre clé et donc vous pouvez quand même rentrer. Vous pouvez tout faire avec votre téléphone si vous n'avez pas envie d'acheter le Magic Band ou si vous n'avez pas envie de mettre ce budget-là dans ce produit-là. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai un truc dans l'œil. C'est pas très pratique. C'est tout pour cette troisième partie du coup de la FAQ de Walt Disney World et j'ai vraiment mon œil qui part en live. Donc j'espère avoir répondu sur cette vidéo très longue à un maximum de vos questions sur l'organisation de vos séjours à Walt Disney World. Je vous rappelle que si vous avez besoin, envie d'un accompagnement personnalisé, je vous propose désormais mes services en tant que travel planner. Donc n'hésitez pas à me contacter via le site qui sera là en barre d'infos et je réponds aussi en général voilà assez facilement à vos DM sur Instagram. En général je vous fais des vocaux hein, pour vous répondre parce que j'ai pas le temps. Vous avez des petites questions comme ça, n'hésitez pas à faire appel à moi aussi de cette manière et à revisionner du coup toutes les vidéos que j'ai également déjà produites sur Walt Disney World. Si vous avez des sujets en particulier, par exemple justement Halloween à Walt Disney World, Noël, n'importe quoi, tu vois, sur lesquels vous avez des questions par rapport à Walt Disney World, peut-être Genie Plus, peut-être que ça serait bien de faire une vidéo sur Genie Plus à Walt Disney World. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment, comme ça je vous ferai des vidéos là dans les mois qui viennent à ce niveau-là pour vous aider à organiser vos séjours là-bas. Si cette vidéo, encore une fois, j'ai totalement perdu l'habitude de faire ça. Si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a plu, si elle vous a permis d'y voir plus clair dans l'organisation de vos séjours, vraiment, n'hésitez pas, pensez à mettre des pouces en l'air, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à tous ces trucs-là qui, moi, m'aident énormément et ne vous prennent qu'une demi-seconde, littéralement. Et je vous remets le lien pour réserver également vos séjours à Walt Disney World, là, en barre d'infos, que vous réserviez demain ou dans un an. Qu'importe, mettez-le en favori parce que si cette vidéo vous a aidé, moi, le fait que vous réserviez via ce lien-là, pardon, c'est là que moi, ça va m'aider. Donc je vous en remercie énormément, vous savez comment ça fonctionne, je ne vous réexplique pas. Et merci à vous en tout cas pour votre temps. Et si vous avez d'autres questions, je vous écoute en commentaire. Et peut-être qu'il y aura une partie 4. Je suis pas en train de dire qu'il y en aura forcément une, attention. Ah, la FAQ partie 3, c'est fait. On n'y croyait plus hein. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Je vous souhaite à tous de très bons séjours et de très belles vacances à Walt Disney World. Si ça vous a aidé de regarder mes contenus, n'hésitez pas à me faire un petit big up, voilà, par DM Insta ou quoi, ça fait grave plaisir à chaque fois quand je reçois vos messages sur ça. Et moi de mon côté, j'ai prévu de vous sortir d'autres vidéos hein, ici sur YouTube. Ma carrière YouTube n'est pas terminée, c'est juste que j'ai pas le temps de tout faire, voilà. Mais il y a des choses qui arrivent, c'est juste que je traite mon contenu différemment. Voilà, je ne fais plus de vlogs à Disneyland Paris, mais je continue à vous proposer des guides et à vous proposer des vidéos comme celle que vous avez regardée aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Allez, sur ce, j'y vais. Oh là là, je suis vraiment une pipelette. Merci à vous, je vous fais plein de bisous, passez d'excellentes vacances à Walt Disney World et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Bye bye!